Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, dimanche 12 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. Ouverture ce dimanche matin à l'hôtel Bravia de Niamey d'un colloque international du réseau francophone de médias Refram. 13 pays participent à ce colloque qui va durer 2 jours. Il porte sur le thème le cadre juridique de la régulation des contenus en ligne. Précision Ismaël Moumouni et Cheb Guisso. Réfléchir face aux défis de plus en plus complexes qui s'opposent aux régulateurs des médias, notamment sur la question des dérives décelées sur les médias en ligne et les réseaux sociaux, voilà ce qui a réuni ces régulateurs des médias francophones à travers ce colloque international initié par le réseau. Après avoir salué les invités, le président du Conseil supérieur de la communication est revenu sur l'importance de telles activités dont le thème porte sur le cadre juridique de la régulation des contenus en ligne. Au Niger, les contenus en ligne ont participé de manière active à la campagne électorale au compte de certains partis et candidats aux élections générales 2020-2021. Ils ont aussi souvent dévancé l'instance chargée de la gestion des élections dans la communication des résultats. Certains ont même excellé dans la propagande, la désinformation et l'infox, qui constituent autant de menaces, surtout dans le contexte d'insécurité de la sous-région ouest-africaine. La gravité de ce phénomène sur les médias en ligne et les réseaux sociaux impose aux États de prendre des dispositions au plus vite. Comme on le sait, les moyens dont disposent les régulateurs se composent de la loi, de l'éthique et de la déontologie professionnelle, ainsi que de normes sociales communément admises. Il faut donc agir sur ces leviers et approfondir la réflexion pour trouver les mécanismes à même de permettre le suivi des contenus de ces médias dans le cadre légal et réglementé. Après avoir dressé ses attentes, le président du réseau francophone des régulateurs des médias plante le décor des travaux. Je nous souhaite de très beaux échanges dans une ambiance que je pressens studieuse et bienveillante pour que nous puissions ensemble fixer le cap d'une régulation numérique juste, adaptée à nos contextes nationaux respectifs et surtout proportionnée aux besoins et aux aspirations des populations. C'est pourquoi nous avons centré les travaux de ce colloque autour de 5 communications principales. La première portera sur les défis et les enjeux de la régulation des contenus en ligne. La deuxième sera centrée sur la réglementation des contenus en ligne. Quelle perspective? La troisième sera centrée sur l'évolution de la réglementation des contenus en ligne au sein du RIARC. La quatrième communication portera sur les défis de la régulation des contenus en ligne au sein du REFRAM. Et enfin, la cinquième sera axée sur les défis de la régulation des contenus en ligne au sein du groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. En dehors du Conseil supérieur de la communication CSC du Niger, 13 autres régulateurs, à savoir celui du Maroc, de la Burundi, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Bénin, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo, de la Centrafrique et de la France, ont pris part à ce colloque international de Niamey sur le cadre juridique de la régulation des contenus en ligne. Merci Ismaël Moumouni. Autre aspect de cette édition, le mouvement démocratique pour l'émergence du Niger, MDN Falala, a procédé ce dimanche à travers une conférence fédérale élective à la mise en place du bureau régional de Niamey. C'était au centre culturel Oumarou Ganda, CCOG de Niamey, en présence du président du parti. Précision, Boubacar Ibrahim, Aboukar Saleh. C'est un grand rassemblement qui a marqué la mise en place de la Fédération régionale de Niamey du mouvement démocratique pour l'émergence du Niger, MDN Falala de Tidjani Idrissa Abdelkaderi. Après l'hymne du parti et les prestations culturelles prévues pour la circonstance, la représentante du point focal de Niamey s'est adressée en langue pour exprimer sa joie et saluer la grande mobilisation des militantes et militants à ce grand rendez-vous de Niamey. Prenant la parole, le président du parti s'est dit beaucoup satisfait de l'engagement des délégations des 5 arrondissements de Niamey. Il a également fait part des ambitions du parti et les objectifs assignés à la mise en place des structures régionales tout en invitant les militants à plus de constance pour le rayonnement du parti. Je constate, pour m'en réjouir, qu'il y a eu une très grande mobilisation. Je constate également que le processus
de mise en place du bureau s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Je relève enfin la détermination de nos camarades, je relève leur engagement et j'ai observé leur volonté très affichée de poursuivre la grande mobilisation au niveau de Niamey. Vous savez, Niamey, c'est la capitale. Niamey, c'est une vitrine. Niamey, c'est une région particulière. Et pour cela, il nous faut des hommes, des femmes et des jeunes très engagés. C'est ce que nous avons observé aujourd'hui. Ils sont engagés et ils nous ont attesté de leur volonté de poursuivre la mobilisation. Donc, au terme de ce processus qui s'est du reste très bien déroulé, je suis très satisfait de ce que j'ai observé. Ils ont porté à la tête donc, de la région des camarades qui, nous pensons, vont pouvoir, avec leur détermination et leur engagement, relever le défi. Après la démission du bureau sortant et la lecture des postes à pourvoir, Zakou Jibo, Hamidou Harouna et Ousseini Harouna Hayo ont acquis la confiance des militants pour présider aux destinées de la Fédération régionale de Niamey de la formation politique MDN Falala. Parlons à présent du trafic routier, notamment avec sur les principales voies de la capitale où on constate de plus en plus que les couloirs réservés pour les passages piétons, notamment sur les nouveaux, donc les boulevards Malibéro, que ces couloirs ne sont pas du tout respectés. Ils servent malheureusement à des étalages pour certaines activités génératrices de revenus. Reportage à Ibrahim Boubacar et Chebouguissou. Exactement, les passages piétons et les passages pour les engins à deux roues dans la ville de Niamey. Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route, ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé même à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sont là, tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à enfant. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ces passages-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'elle sache que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit plus que les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur.
les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie et doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. Merci Bokar Ibrahima. Intéressons-nous à présent au fake news. Il s'agit des informations reçues ou publiées sur les réseaux sociaux qui peuvent des fois porter préjudice à certains, voire à la société entière. Pourtant, des techniques existent bien pour vérifier les informations publiées sur les réseaux sociaux, notamment leur véracité. Reportage Ismaël Momouni. Informations volontairement trompeuses, les fake news sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux. Les fake news ont pour but d'obtenir des avantages financiers ou politiques. Beaucoup, c'est pour s'amuser, simplement, pour voir la réaction, pour voir à quel point les mensonges vont se répandre rapidement, de manière virale. Donc ça donne un sentiment de puissance à ceux aux petits malins qui s'amusent avec tout ça. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, la dispersion des fausses nouvelles. Ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour déstabiliser des adversaires, pour déstabiliser des élections, même comme on l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. On sait que les Russes ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations et finalement semer la pagaille dans la société américaine. Sans pour autant vérifier la véracité de l'info, certaines personnes s'empressent pour partager ces canulars qui engendrent beaucoup de préjudices. Les conséquences, ça peut aller jusqu'à la mort. On l'a vu avec WhatsApp, entre autres, en Inde, au Mexique, des gens qui se sont fait lyncher et qui ont été brûlés vivants parce qu'il y a des rumeurs qui se répandaient sur WhatsApp disant qu'il y avait des pédophiles qui kidnappaient des enfants pour les tuer, pour abuser d'eux. Et ça crée une espèce de folie, de peur. Et finalement, il suffit qu'on pointe des gens, des étrangers à un village pour que les gens disent « Voilà, ça doit être eux, c'est eux les pédophiles ». Et ça peut aller jusqu'à provoquer la mort de certaines personnes. Ça peut aussi provoquer des déstabilisations de pays, comme aux États-Unis. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Il faut toujours vérifier la véracité de l'info avant de la partager, car c'est votre crédibilité qui est en jeu. Parlons à présent, Ismaël Moumouni, des accessoires utilisés beaucoup par les femmes, notamment les sacs à main. Ces derniers font aussi des femmes, ceux qui les portent, des potentielles victimes de vol. N'est-ce pas, Nafissa Haya? Un des accessoires de beauté, le sac à main représente beaucoup pour les femmes. En effet, il est utilisé pour transporter tout ce dont elles ont besoin le long de la course. L'importance du sac à main, c'est de garder les choses pour la femme, parce que la femme a beaucoup de choses, dont les trucs comme les sous-vêtements, son porte-monnaie, elle peut mettre dedans. Si elle va au marché et qu'elle achète quelque chose, elle peut toujours mettre dans son sac à main. Et son argent aussi. Ça représente d'abord la beauté de la femme, parce que quand la femme est habillée et qu'elle n'a pas le sac à main, elle est... Donc je peux dire qu'elle n'est pas belle quoi. Donc quand tu t'habilles et que tu portes ton sac à main, ça représente ta beauté. Si Marie-Thérèse porte son sac tout le temps, Aïchatou et Zainab, elle le porte seulement pour partir à l'école coranique. Il y a des Corans, des hadiths, tout pour la lecture du Coran. Ça a une grande importance puisque je peux transporter tout ce que je veux. Si je vais aller à la Makaranta là, c'est toujours avec mon sac à main comme ça. Il n'y a pas de disposition qu'Allah nous guide seulement. Dans mon sac, je transporte mon Coran. Je ne le porte que pour partir à l'école coranique. C'est pourquoi je ne le porte pas tout le temps. C'est à cause des voleurs qui nous les arrachent des fois. Le sac à main ne représente-t-il pas un important accessoire pour la femme? Cependant, en le portant, beaucoup s'exposent à des vols par arraché ou toute autre menace. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition de ce jour dimanche.
Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.